zone industrielle durable. Pour cela, nous avons 4 intervenants, il y a un 5e qui n'a pas pu venir probablement. Je vais les mentionner dans l'ordre qui m'a été indiqué. Donc M. Aref Hassani, qui se présentera au regard de ses activités et de ses centres d'intérêt. Monsieur Benjamin Vautier, qui est le directeur général de la division recyclage et valorisation pour le groupe Suez, pour Suez Maroc. Monsieur Moulay Youssef Alaoui, que je ferai intervenir en premier parce qu'il doit nous quitter pour 16 heures, c'était au départ le terme de notre table ronde. Monsieur Jean-François Vallès, qui est directeur associé fondateur de Synopter, qui est à côté de moi. Et donc Monsieur Mounir Aït Mansour, qui n'a pas pu venir. Je vais donc céder la parole sans plus tarder à Monsieur Alaoui. J'ai quand même, il y a une question qui se pose dans le thème de cette table ronde, c'est ZI durable ou pas, meilleure pratique et success story, quel financement, investissement, accompagnement, services et environnement. Donc ça, pour avoir préparé cette table ronde au cours du déjeuner avec les intervenants, je sais que ce sont des sujets qui vont être abordés, mais j'ai quand même une question qui m'intrigue un peu. On dit ZI durable, zone industrielle durable ou pas, point d'interrogation, c'est-à-dire qu'on se pose encore la question. Alors on se pose quelle question? Zone industrielle durable, est-ce qu'elles le sont, celles qui existent déjà? C'est peut-être une partie de la question. Ou est-ce qu'elles doivent être durables, les zones industrielles, c'est-à-dire celles qui existent et celles que l'on va créer dans un avenir proche? Donc, est-ce qu'il est vraiment raisonnable de se poser la question? Et comment peut-on définir une zone industrielle durable? Ça aussi, il faut s'entendre aussi sur un terme commun de ce qu'est une zone industrielle durable. Donc, je vais demander aux intervenants de se présenter, de présenter leur activité, de se présenter au regard de la thématique et de nous donner une rapide définition sur ce qui, selon eux, est ce que doit être une zone industrielle durable. Donc, Monsieur Alaoui, je vous en prie, je vous cède la parole. Je crois que nous n'avons qu'un micro, je vais en demander plusieurs, mais je vous le passe. Merci. Je suis membre fondateur d'une association qui s'appelle ASEAN. Je suis moi-même dirigeant d'entreprise et je suis aussi installé dans la zone industrielle de Ain Sebaa. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une zone industrielle qui se trouve au nord de Casablanca, très proche de la mer, sur une superficie de 435 hectares et qui compte approximativement 500 entreprises et 38 000 emplois. Alors ASEAN a été créé il y a 3 ans. Son président, c'est M. Si Mohamed Fikret, qui est le président de Cosumar, qui m'a demandé de le représenter puisqu'il est à l'étranger maintenant. Donc je vais essayer de représenter cette association-là. Alors c'est une zone qui est historique puisqu'elle a 100 ans. Elle a 100 ans. Et donc les entreprises qui sont là sont aussi historiques, comme Cosumar, qui a plus de 60 ans. Je crois que plus de 80 ans d'ailleurs. Et donc, c'est une association qui a connu son histoire. Et si on reprend dans les années 20, la Ain Sebaa était considérée comme une zone culturelle, une zone d'ailleurs où il y avait une boîte de nuit, il y avait des cafés. Et au fil du temps, ça s'est transformé en zone industrielle. La grande question aujourd'hui, c'est la réhabilitation de cette zone qui mérite. Elle est en train de se faire. Nous avons d'excellentes relations avec les autorités, avec monsieur le gouverneur. La question, c'est activer, c'est aller très très vite parce que les besoins deviennent importants. Je réponds un petit peu à votre question par rapport à ce qui est durable. Moi, je dis une zone industrielle, c'est d'abord une zone, on ne devrait pas parler de zone industrielle, mais de dire une zone intégrée humaine. Une zone où les personnes peuvent vivre de manière, je dirais, harmonieuse. Cela veut dire que c'est une zone qui doit intégrer des zones aussi de loisirs, des parcs, de la verdure, des crèches, parce que certaines personnes, certaines femmes laissent leurs enfants parfois à plusieurs kilomètres de leur lieu d'habitation.
Et donc ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Quand on parle d'une zone industrielle, on voit tout de suite de la fumée, on voit tout de suite de la poussière. Or, nous sommes quand même des êtres humains. Ce sont des gens qui habitent, ce sont des cadres, des collaborateurs, des ouvriers, etc. Et c'est tout à fait normal de leur comment dirais-je, leur offrir le meilleur cadre pour qu'ils vivent dans les meilleures conditions. Et c'est valable pour moi parce que je suis aussi un habitant de la zone industrielle. Je n'habite pas dans la zone industrielle de Ain Soua, j'habite à quelques kilomètres, mais il est tout à fait normal que je puisse venir et trouver le meilleur cadre, non seulement pour moi-même, mais aussi pour mes collaborateurs. Très bien, je vous remercie pour votre intervention. Alors, il faudra que vous nous expliquiez un petit peu comment ASEAN se sent concerné par cette notion de zone industrielle durable. Est-ce qu'une association d'industriels, d'animation de la zone peut faire. Lorsque j'avais rencontré justement le président, qui est le patron de Cosumar, il m'avait expliqué que l'association n'avait pas de pouvoir, par exemple, pour ni même les finances, mais encore moins l'autorisation pour réparer les lampadaires, pour réparer les trottoirs qui sont défoncés, etc., etc. Donc c'est bien parce qu'on peut annoncer que ASEAN peut avoir un rôle, une influence sur le développement durable ou la durabilité de la zone, mais au final, pas les moyens d'action, ni juridiques, ni techniques, ni financiers. Donc ça peut être un sujet qu'il faudra que vous évoquiez avant votre départ de 16h. On passe la parole à votre voisin. Bonjour à toutes et à tous, donc Benjamin Vautier, je suis directeur général de Suez Recyclage et Valorisation Maroc. Le groupe Suez est présent depuis des dizaines d'années, on va dire, au Maroc, et accompagne le pays dans sa transformation industrielle et environnementale. Et alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir multiples casquettes, puisque je suis locataire d'une parcelle, et je suis dans une zone industrielle qui est gérée par la Chambre de commerce et d'industrie. Je pense que le micro est en train de lâcher. Hop, changement de micro. Nous sommes propriétaires également de terrains dans les zones de Tanger et de Tanger Free Zone et d'Atlantique Free Zone. La société d'IDEC, que tout le monde connaît, est distributrice d'électricité et de services en eau et en assainissement. Et nous-mêmes, nous vous dispensons des services de collecte de déchets, de valorisation d'un certain nombre de sous-produits. La zone industrielle durable pour Suez, c'est souvent ce que leurs clients nous demandent, c'est d'apporter des solutions environnementales qui soient d'un standard international. La croissance d'un pays se fait par l'industrie, mais elle ne peut pas se faire au détriment de l'environnement. Pour mémoire, on consomme 1,5 planète par an, on a 8 millions de tonnes de plastique qui gisent au milieu du Pacifique, donc ça oblige, on va dire, le comportement de nos industriels et des sociétés qui vont servir ces industriels-là à mettre en place des standards environnementaux durables. On parlera d'économie circulaire, on parlera de responsabilité sociale élargie. Le groupe Suez essaye de répondre à l'ensemble de ces standards et alors en tant qu'utilisateur des services des zones industrielles, le Royaume a aussi besoin à un moment donné de développer d'autres solutions environnementales, et c'est ce qu'il essaye de faire à travers sa politique environnementale pour développer des outils de traitement qui soient à proximité des zones industrielles. Donc une zone industrielle durable, elle ne peut pas être durable si elle ne tient pas compte de ces paramètres environnementaux qui assureront la pérennité de l'espèce humaine. Donc ça, c'est un standard que toutes les sociétés, qu'elles se trouvent en zone franche ou qu'elles se trouvent en zone assujettie, les industriels nous demandent absolument de développer des filières qui puissent valoriser la matière organique, qui puissent valoriser le plastique, pour ne pas être obligés de faire appel à des filières qui soient à l'international. Donc, je pense que la COP22 qui a eu lieu à Marrakech il y a quelques années a marqué, je dirais, l'engagement du Royaume dans cette démarche-là. Le groupe, en tout cas, essaye de l'accompagner autant que faire se peut pour que, premièrement, les standards environnementaux soient respectés, mais que la compétitivité économique aussi de ces zones industrielles soit pérenne et permette un développement de longue durée. Voilà. Merci, Monsieur Vautier.
Votre voisin, M. Hassani, lui, représente une autre zone industrielle, ou en tout cas une autre dynamique de zone industrielle, qui est un petit peu différente de celle représentée par M. Laoui avec ASEAN notamment. Et vous allez nous expliquer en quoi elle est différente, et ça portera un éclairage tout à fait complémentaire, et je pense qu'il peut y avoir lieu à débat sur ces deux conceptions. Bonjour, donc je représente Midpark, c'est la zone franche d'exportation de Noissal. Donc c'est une zone industrielle un peu particulière puisqu'elle est beaucoup plus petite que celle de Ainsba ou les autres zones franches, Arc-Netra et Tanger en particulier. Elle est sur 128 hectares, dont seulement la moitié est aujourd'hui aménagée, l'autre moitié viendra dans une année. Elle est également dédiée à des secteurs spécifiques, généralement autour du secteur de l'aéronautique et des industries connexes. Donc ce n'est pas une zone industrielle généraliste. Donc c'est aussi le fruit d'un partenariat public-privé entre Medz, donc le groupe CDG, et des industriels marocains étrangers qui ont une assez longue expérience et expertise dans les métiers des hautes technologies. Donc ce que nous essayons de faire dans cette zone, c'est répondre effectivement à la question qui a été posée par le modérateur, donc d'avoir une zone qui soit durable. Alors pour nous, c'est quoi la durabilité? Elle est toute très simple. C'est que les entreprises et leurs employés puissent exercer et évoluer dans un cadre agréable. Donc c'est quoi le cadre agréable? C'est de pouvoir avoir tous les espaces communs toujours bien entretenus. Donc nous avons avec Medz une structure ad hoc chargée de l'exploitation et de la gestion quotidienne de tous les espaces communs, voirie, trottoirs, espaces verts, éclairage public, etc. Donc tous les employés peuvent marcher, circuler dans cette zone sans aucun problème particulier. Deuxième élément, il faut que les unités elles-mêmes, les unités industrielles, respectent un certain nombre de normes de durabilité. Le choix des matériaux de construction, les normes urbanistiques sont également imposées. Il faut que ces usines puissent, dans le temps, durer le plus longtemps possible. Donc c'est pour cela qu'une grande partie d'ailleurs est faite en propre par Midpark. Ce qui n'est pas fait par Midpark doit respecter toutes ces normes architecturales et urbanistiques et choix des matériaux de construction extérieurs mais aussi intérieurs. Vous avez un cahier des charges pour cela sur lequel s'engagent les investisseurs? Absolument. Il y a un cahier des charges qui est imposé d'ailleurs par l'autorité, les autorités de tutelle. Il y a également une charte architecturale. Et puis, troisième élément, il y a une charte éthique qui est imposée à tous non seulement les industriels, mais également tous les intervenants de la zone, que ce soit sur les plans environnementaux, sur les plans éthiques, sur les plans de respect mutuel en termes d'embauche, d'ébauche. Tout ceci est prévu au niveau de la zone. Autre élément extrêmement important, qui n'est pas des moindres, il faut que la zone ou le parc soit également intégré à l'environnement immédiat, donc régional. Donc c'est pour cela que nos partenaires de la Caisse des dépôts et de gestion, à travers Medz, ont développé une partie du parc, a été aménagée, donc elle est sortie, si vous voulez, du périmètre de la zone industrielle, mais sur 15 hectares, il y a eu un aménagement d'un parc paysager avec des infrastructures sportives et de proximité. Je pense que l'ouverture de ce parc paysager est imminente dans les semaines à venir, qui ne sera pas géré par la zone, mais qui sera géré par les autorités locales. Alors vous voyez, voilà. Ce matin, nous parlions des bonnes pratiques des zones industrielles. Encore un exemple qui vient confirmer que vous avez aujourd'hui au Maroc
de manière un peu disséminée. Il faudrait peut-être imaginer comment généraliser cela en l'adaptant aux contraintes locales. Mais vous avez déjà toutes les bonnes pratiques, tant au plan du développement, on va dire, économique, qu'au plan du développement social, au plan humain, auquel vous êtes beaucoup attaché, Monsieur Alaoui. Je vous interviendrai là-dessus. Je vais en attendant céder la parole à Jean-François Vallès, qui est le fondateur de Synopter, qui est un cabinet qui travaille beaucoup sur les questions de zones industrielles et de zones durables, puisque je crois que ça fait maintenant 10 ou 20 ans que vous travaillez, 20 ans que vous travaillez sur la question des zones industrielles durables. Et donc, et vous travaillez aussi sur la mise en place, l'implémentation, comme on dit, du FONSID, c'est ça, avec MCA Morocco. Donc, si vous pouvez nous parler rapidement de cela, vous y reviendrez, parce que M. Alaoui va devoir partir dans quelques minutes et il vous succédera pour clore son propre propos. Je vous laisse donc oui, ça fait 20 ans que je parcours les zones industrielles et parcs d'activité à travers le monde sur ce sujet-là. Bon, le débat de savoir si une zone doit être développement durable ou pas, vu la nature de mon métier, je pense que vous avez la réponse. Nous, la lecture qu'on en fait, c'est la notion de performance durable. C'est-à-dire que quand on aménage une zone d'activité, il y a eu beaucoup de propos, on est dans une notion de durée. On n'aménage pas pour le jour au lendemain. On mesure la performance d'une zone à l'aube de sa commercialisation. On se dit la zone elle est performante aujourd'hui, et vous avez bien pointé la question, c'est qu'une zone elle vieillit, elle est là pour durer dans le temps, 40, 50 ans. Et donc se poser la question, si on revient sur le concept de développement durable, est-ce qu'on regarde uniquement la performance économique, qui est important? Est-ce que la zone crée de la richesse sur le territoire, permet le développement des entreprises, permet la compétitivité des entreprises, mais aussi, comme ça a été pointé, la question de la performance environnementale. À quoi bon concentrer des entreprises si c'est aussi pour concentrer les pollutions et à terme devoir traiter des pollutions qui seront coûteuses à la fois pour la nature, pour l'homme et puis au final économique. Et puis aussi cette question sociale, et je trouve que c'est un sujet qui est parfois un peu oublié dans la notion des zones d'activité, mais j'ai tendance à dire c'est que quand on travaille dans une entreprise, on passe plus de temps dans sa vie sur une zone industrielle qu'ailleurs, en particulier la journée. Vous avez bien pointé cette dimension sociale. Donc pour nous, le débat du développement durable ou de la performance durable d'une zone d'activité, c'est un débat qu'il faut se poser au regard de la durée. C'est un débat qui remet au cœur de la démarche l'humain, parce que ça a été bien pointé ce matin dans les débats, et c'est encore l'illustration aujourd'hui, c'est que c'est pas un débat qui peut être résolu avec un seul acteur. C'est pas uniquement les chefs d'entreprise qui ont la responsabilité de la performance durable. Les associations y contribuent. On a vu des chambres de commerce aussi qui se positionnent sur la question. On a vu des investisseurs privés. On voit les communes, on voit les employés. Donc on voit bien qu'on est dans une démarche complexe. Et ça nécessite un vrai savoir-faire et l'idée d'au moins se donner du sens à cette concentration et de se dire il faut travailler ensemble pour permettre de maintenir dans le temps tous les investissements qui ont été faits, que ce soit des investissements financiers, que ce soit des investissements au regard de la consommation de terres, souvent de terres naturelles, de terres agricoles, et puis l'investissement humain qui est de se dire je vais travailler dans cette zone. Alors il y a cette question-là, on a beaucoup de débats qui ont eu lieu sur la question du service ou pas qu'on peut apporter, quel type de service on peut apporter, on a parlé de la gestion, on a parlé d'un certain nombre de sujets. Je crois qu'il y a un débat aussi qu'il faut intégrer, c'est que la zone industrielle, on l'appréhende souvent comme un élément figé. On parle beaucoup de voiries, de parcelles, on va les vendre et autres, mais c'est un élément figé face à un monde qui bouge. On est dans un monde qui va très vite et surtout le monde économique. Et donc c'est comment est-ce qu'on remet, nous quand on appréhende cette question de la performance durable, c'est comment est-ce qu'on remet du dynamisme dans les zones d'activité, comment on remet de la vie en fait. Et je reprends votre propos introductif, comment on remet de la vie dans tout le sens de ce terme-là sur une zone d'activité pour faire en sorte que la première année, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, les chefs d'entreprise soient contents d'être là, qu'il y ait des nouveaux investisseurs qui veulent venir, que les employés trouvent des solutions par rapport à leurs problématiques. Alors on a parlé de la question du genre, on peut aussi parler de l'inclusion sociale, on peut parler de la question de la formation, comment est-ce que les entreprises trouvent des prestations de services. Et aujourd'hui, on voit bien que les tendances en Europe et en Amérique du Nord, qui sont souvent assez leaders sur cette question des zones, alors qui ont les mêmes problèmes, quand je vous rassure tout de suite, je cite le côté positif, mais on a les mêmes problèmes en France et en Europe de savoir qui va traiter la voirie, et on a les mêmes soucis de vieillissement des zones. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit bien, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises qui appréhendent la zone comme un lieu de service. Je viens avec mon cœur de métier et vous m'apportez tous les services externes. Donc il y a cette question aussi qui est
qui est assez importante, et donc de se dire au final comment est-ce qu'on appréhende un objet qu'on voit comme un objet d'aménagement dans quelque chose de figé pour en faire un vrai écosystème local qui soit dynamique, qui génère des synergies et qui donne à chacun envie de s'investir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'activité et moi je loue le travail que font les chefs d'entreprise et les associations d'entreprise, parce que c'est vrai que des fois de se dire ma pratique est peut-être pas vertueuse, mais quand je regarde la rue ça me donne pas envie de m'investir, ça me donne pas envie de continuer. Donc on est bien dans cette logique-là de se dire comment on installe dans le temps cette notion de performance. On peut parler de développement durable, mais en tout cas cette notion de performance globale d'une zone d'activité. Merci beaucoup. Vous nous parlerez du FONSID tout à l'heure quand M. Alaoui aura terminé son propos avant de partir, puisque le FONSID, c'est donc le Fonds pour les zones industrielles durables qui a été mis en place avec et par MCA Morocco. Donc, M. Alaoui, je vous laisse conclure votre propos parce que vous m'avez dit que vous avez une... Normalement, le panel devait se terminer à 16h, donc vous aviez prévu 16h, donc c'est tout à fait normal. Je vous laisse conclure sur votre propos et nous parler aussi du fait que... pourquoi vous, en tant qu'association représentant d'industriels sur une zone industrielle qui est importante, vous n'arrivez pas, ce n'est pas une critique, hein, mais la question se pose et vous allez nous expliquer pourquoi. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire, comme M. Hassani nous l'a décrit pour Midpark, un parc de loisirs, un cahier des charges, le respect de normes environnementales, esthétiques, architecturales, etc. etc. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez cette différence que vous subissez d'ailleurs? C'est un manque de moyens, c'est un manque de... Je reviens sur le propos de la vie. Oui. Vous avez parlé, nous avons parlé tous les deux de la vie, hein. Mais il y a aussi l'envie, EN et VIE. Il faut donner l'envie aux personnes de pouvoir s'investir. Mais à part l'argent, à part l'important, à part le... Medpark, il ne faut pas oublier aussi que derrière, il y a quand même des fonds qui sont quand même importants. Sénat n'a pas de fonds. Ce sont des chefs d'entreprise qui se sont mobilisés. De bonne volonté, en fait. De bonne volonté, c'est 50 entreprises. Je voudrais juste rappeler l'histoire, c'est qu'il y avait une association qui s'appelait Sénat, qui a été créée il y a plus de 10 ans. D'accord ? J'ai été membre fondateur de cette association. Puis au fil du temps, il y a un essoufflement qui se fait parce qu'on n'avait pas de directeur, il faut un animateur, il faut payer l'animateur. Et les autorités, bien évidemment, nous interpellent parce qu'il y a des réunions, mais les chefs d'entreprise n'ont malheureusement pas toujours le temps de pouvoir participer aux réunions, de pouvoir suivre. Donc il y a quand même fondamentalement une question financière à la base. Vous voyez, pour pouvoir faire tourner correctement une association aujourd'hui, il faut, pour nous, en tant qu'ASIEN, il faut minimum tripler le nombre. C'est-à-dire qu'il faut être à 150 membres pour pouvoir avoir une direction, un secrétariat. Une masse critique. Une masse critique, pour pouvoir avoir aussi un bureau dans lequel, quand il y a des réunions, les personnes puissent se mobiliser. Et des cotisations. Et bien sûr, il faut que les cotisations soient bien évidemment payées. Donc l'aspect financier est quand même important, mais au-delà de cela, il y a aussi un aspect de personnel, quoi. C'est l'engagement. C'est l'engagement de chacun. Est-ce qu'on voit uniquement l'instant présent ou est-ce qu'on voit demain, est-ce qu'on voit après-demain, pour soi, pour ses enfants, peut-être qu'ils viendront peut-être dans cette zone, et puis pour ses collaborateurs. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, et je ne reprends qu'un terme d'un monsieur qui nous a quittés il y a quelques années, qui est Bertrand Martin, qui est un chef d'entreprise, qui a dirigé une grosse entreprise suisse, et qui disait, toute la question c'est comment mettre l'essentiel au cœur de l'important. L'important étant bien sûr la zone industrielle, l'aspect économique, il faut que les entreprises gagnent de l'argent, il faut qu'elles recrutent, etc. Mais l'essentiel, il ne faut pas l'oublier, c'est l'homme. C'est l'homme, enfin la femme et l'homme, bien dit, qu'un grand H, qui travaillent dans ces entreprises, qui s'investissent. Vous voyez, donc, pour moi, c'est ça qui est important. C'est comment est-ce qu'on peut remettre dans nos zones industrielles l'essentiel au cœur de l'important. Parce que j'ai envie de venir, quand je viens dans une industrielle, je viens avec ma voiture, mais il y en a qui viennent en bicyclette, il y en a qui viennent à pied, il y en a qui n'ont pas les moyens, qui viennent en bus, qui viennent en retard. Écoutez, ça gêne l'important, ça gêne l'aspect économique. Et donc, si on ne met pas les moyens aussi, les autorités, bien évidemment, parce qu'ASIAN n'a pas les moyens de refaire des voiries, mais quoique nous avons une belle collaboration qui se crée aujourd'hui avec
avec les autorités de Ain Sebaa, mais il va falloir pousser tous les jours, s'engager tous les jours pour que véritablement on comprenne que l'essentiel, il faut le mettre au cœur de l'important. On peut recruter plus, on peut gagner plus d'argent, mais l'humain, il doit être au centre de toutes nos préoccupations. Pour terminer, comment voyez-vous le positionnement des associations d'usagers des zones industrielles avec la présence qui est souhaitée, qui est mise en œuvre des animateurs, des gestionnaires, des développeurs de zones? Est-ce que vous pensez que les deux peuvent être cumulés, complémentaires, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'incompatibilité parce qu'il peut y avoir des actions qui se superposent ou qui sont redondantes? Moi, je pense que l'expérience, par exemple, l'expérience de Medpark et même d'autres, peuvent être extrêmement utiles pour des zones comme les nôtres. Oui. Et souvent, c'est une question souvent je dirais de coordination, de trouver le temps de pouvoir se parler, de pouvoir voir ce qu'on peut faire ensemble. C'est pas fermé. L'ASEAN n'est pas tout à fait fermée, mais la question, encore une autre fois, la question financière, elle est quand même centrale. Il faut quand même qu'il y ait des moyens, parce que c'est pas 1 kilomètre de route, ce sont des dizaines de kilomètres de route, des lumières allumées, de la sécurité assurée, et donc ça nécessite quand même des fonds qui sont importants. Bien sûr. Monsieur Hassani, vous voulez intervenir? Par rapport à ce point sur les associations des industriels ou des usagers des différentes zones, au niveau des zones franches en général, la loi sur les zones franches prévoit qu'il y ait obligatoirement la création d'une association des industriels de chaque zone. Elle est prévue par le règlement intérieur également, qui est la loi, si vous voulez, interne de chacune des zones, mais elle ne vient pas se substituer à l'aménageur, développeur, gestionnaire de la zone. Elle devient son interlocuteur. C'est parfait, c'est ce que je par rapport aux industriels et par rapport aux différentes problématiques liées à chacune des zones. Elle représente les utilisateurs, les occupants. Est-ce que vous avez un comité de pilotage, justement, dans lequel vous avez des représentants de chacune des catégories, y compris, par exemple, les femmes entrepreneurs, parce qu'on a parlé de l'approche genre ce matin? Pour Midpark, on est une zone encore récente. Oui. Donc l'association n'est pas encore créée. Oui. Donc il y a une vingtaine d'entreprises, oui. La moitié en moins de 2 ans. Donc tous les responsables de sites sont un petit peu, pour le moment, focalisés sur la montée en charge. Mais c'est quelque chose qui sera réalisé rapidement dès qu'on aura une taille critique. Mais elle existe dans les autres zones franches, à Tanger, à Kénitra, qui sont plus importantes. Donc on a vu que dans un cadre bien précis que sont les zones franches, il y a une loi. Cette loi, à force de loi, forcément, elle s'applique et on le retrouve sur le terrain. Est-ce que votre cahier des charges fait aussi partie de la loi en question? Absolument. Le cahier des charges de la zone et le règlement intérieur sont définis par la loi comme étant la loi de la zone franche. Il y a aussi des dispositions environnementales alors? Absolument, absolument. Sur la gestion des déchets, sur la collecte des déchets, etc. Les espaces verts. Ouais. Chaque entreprise, chaque unité industrielle doit réserver une partie de sa parcelle aux espaces verts, au parking, aux voies de circulation, etc. D'accord. Donc ça, je ne connaissais pas le détail de ces dispositions, mais pour moi c'est une excellente nouvelle. On a entendu ce matin Madame El Khatfi du ministère qui s'occupe des infrastructures industrielles, donc des zones industrielles, annoncer qu'elle est en train de mettre en place un cahier des charges pour toutes les zones industrielles. Donc on peut imaginer que ce qui se passe pour les zones franches sera un petit peu dupliqué et adapté pour les zones industrielles, mais ça aura aussi force de loi. Donc, a priori. Écoutez, il y a la loi et puis l'application de la loi. Donc, il faut mettre des choses qui peuvent être réalistes et réalisables. Oui. Donc, ces éléments dont je viens de parler sont généralement réalisables. C'est parce qu'il y a un gestionnaire qu'on fait respecter le cahier des charges. Non. Là où il n'y a pas de gestionnaire, peut-être que notre collègue... oui, Monsieur Alaoui, je vous remercie et bonne journée. Merci beaucoup pour votre intervention.
Monsieur Vallès, vous aviez quelques mots à dire sur ces sujets-là. Alors, sur cette question, il y a 2 points. Je pense que la complémentarité entre une association d'entreprise et un gestionnaire de parc est essentielle. Dans une logique de gouvernance, c'est un peu comme quand vous êtes avec votre syndic de copropriétaires à titre individuel. Il y a un point, nous on le met en œuvre dans différentes zones. C'est à la fois un interlocuteur, et je pense que pour vous, vous l'avez bien pointé, c'est aussi un moyen de responsabiliser les chefs d'entreprise avec une instance qui permet aussi une autorégulation entre des chefs d'entreprise. Je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un chef d'entreprise pour dire à un autre chef d'entreprise, la pratique qui est développée dans ton entreprise, elle ne nous plaît pas, elle ne fonctionne pas. Nous, on voit à travers le monde, dès qu'il y a des associations d'entreprises qui sont responsables, on arrive à avoir des dialogues intéressants qui se nouent avec les chefs d'entreprise. Donc ça, c'est un point. Après, il faut trouver la place entre l'association et le gestionnaire, à chacun sa responsabilité, chacun son domaine de compétences. Sur ce qui est de la question de la réglementation, alors il y a des pays où la réglementation est beaucoup plus forte que dans d'autres. C'est indéniable qu'il faut avoir une réglementation, et vous avez bien pointé, c'est la problématique qui est derrière, c'est celle de appliquer cette réglementation, la capacité d'amener un chef d'entreprise à faire évoluer. Alors moi j'aurais une question, mais je vais apporter mon regard, puis après j'aimerais bien avoir votre point de vue. Il y a aussi le statut qui est derrière. On peut plus facilement faire appliquer une réglementation quand le chef d'entreprise n'est pas nécessairement propriétaire de son foncier. On a ici un vrai débat, c'est un débat qu'on a en France, un débat qu'on étudie dans d'autres pays. Le transfert de propriété du foncier sur une zone industrielle n'est pas quelque chose de systématique à travers le monde. L'avantage quand on est dans des logiques de baux, c'est le cas par exemple quand vous parliez ce matin de la CFCIM qui mène des actions intéressantes à proximité, on a bien une logique de bail, on a aussi des domaines, je regarde en Angleterre, en Hollande et autres, on est sur des systèmes locatifs qui permettent quand même aux gestionnaires de développer un lien beaucoup plus fort avec l'utilisateur et de un petit peu dépasser cette logique qui était pointée ce matin de la propriété privée. Quand je suis propriétaire de ma parcelle, je fais un peu ce que je veux sur ma parcelle. Quand je suis usager de la zone d'activité, quand je suis locataire, avec un système de bail, on peut avoir des baux qui sont sur du très long terme, ça n'enlève en rien la notion, l'intérêt, ça n'enlève en rien, ça n'apporte pas de handicap, pour faire simple, par rapport au fait d'être propriétaire, ça quand même donne un peu plus de pouvoir au gestionnaire vis-à-vis du chef d'entreprise qui est implanté, et ça responsabilise un peu plus le chef d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un débat de fond qui est aussi présent, c'est-à-dire qu'on vend du foncier, même si on y met 10 règles, une fois qu'on a vendu le foncier, nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a énormément de mal de travailler avec le chef d'entreprise propriétaire. Il est chez lui, il fait un peu ce qu'il veut. Donc c'est là aussi la question, donc je m'en tourne vers vous. Comme vous avez un système qui est mixte, c'est un peu les deux, mais surtout un système de bail. Est-ce que c'est pas aussi un très bon levier pour responsabiliser, pour créer un lieu de dialogue avec les chefs d'entreprise qui sont sur votre part d'activité ? Oui, c'est vrai que c'est plus facile, mais dans la zone, nous avons un mix, donc effectivement, entre ceux qui sont sur du locatif long terme et ceux qui sont en pleine propriété. Mais l'essentiel commence en amont. C'est-à-dire dès qu'en amont, vous mettez en place les règles et que ces règles sont respectées par tout le monde, que ce soit en pleine propriété ou sous forme locative, le reste va continuer. Il est important aussi que l'utilisateur, donc l'industriel, sache qu'en face de lui, il y a une autorité, donc le gestionnaire de la zone, qui a des prérogatives et qui peut intervenir de par les textes de loi si jamais ces règles ne sont pas respectées. Donc dans les zones franches en particulier, c'est le cas, donc où l'autorité de la zone franche peut intervenir, même à l'intérieur des unités industrielles, si les règles ne sont pas respectées en matière de déchets, par exemple, de construction anarchique ou sans autorisation, etc. Donc c'est des choses qui sont prévues préalablement. Nous, à Midpark, nous imposons, au-delà des textes, des cahiers de charges et règlements intérieurs, parmi les annexes de tous les contrats, une charte éthique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la plupart des entreprises sont assez sensibles à cela et elles savent qu'elles doivent respecter un certain nombre de règles. Donc ça va, comme je vous l'ai dit, des règles de respect de l'environnement, mais également jusqu'au gentleman agreement entre entreprises pour ne pas se débaucher des cadres ou des employés. Donc
ils le respectent et ils savent que une violation de ces règles peut aboutir à des sanctions de la part de l'aménageur, développeur, gestionnaire de la zone. D'accord. J'allais céder la parole à Benjamin Vautier, mais je vois qu'il la demande, donc nous nous rejoignons. Nous vous écoutons sur ce sujet-là. Je vais rebondir sur la nécessité de contrôler et d'intervenir. Je pense qu'effectivement, dans les zones franches, on voit qu'on a créé un périmètre protégé dans lequel il y a une autorité qui fait respecter un certain nombre de choses, et toutes les choses d'ailleurs dans les cahiers des charges que nous, on s'engage à faire. Ça, c'est un point déterminant pour réussir sa transition industrielle, parce que tous les pays qui l'ont réussi, finalement, se sont accompagnés d'un pouvoir de police. C'est important. Dans les zones franches, c'est plus simple parce que c'est un périmètre qui est encadré. Dans les zones assujetties, je pense qu'il y a encore un certain nombre de progrès à faire. Le Royaume est en train de prendre ce pas dans l'accompagnement, dans la lutte contre l'informel, qui est important aussi. Si on veut que ce soit durable, à un moment donné, l'informel va devoir être intégré à un moment donné complètement dans l'économie. Et pour les mêmes principes qu'on citait tout à l'heure, à savoir le développement durable, ces points-là sont déterminants. Le Maroc et le Royaume est un pays où il y a du tourisme, où il y a de l'agriculture. Le développement durable est une nécessité. Donc je rebondis complètement sur ce point. C'est très bien géré dans les zones franches et en progrès sur le reste du Royaume. Et dans les zones, on va dire pas franches, est-ce que vous avez... Les zones assujetties, voilà, en fait. Est-ce que, ou pas affranchies, est-ce que vous avez remarqué que la notion de développement durable ou de zone durable apparaît plus encore comme une contrainte que comme une opportunité, et quelles sont les actions que vous pouvez mener pour contrecarrer ce genre d'approche négative éventuelle ? Alors, je sais pas. Je pense que dans les zones assujetties, les ambitions environnementales des industriels ou des PME, elles sont variables. Elles sont bien évidemment liées aux outils qui vont exister dans la zone assujettie. Donc, quand on est sur une zone franche, on essaie d'avoir un taux de valorisation des déchets ou des sous-produits qui oscille entre 75 et 85%. Donc, on essaie vraiment de mettre en place des filières on va dire, intégré dès le démarrage de l'usine pour éviter de produire des déchets et valoriser au mieux les produits. Dans les zones assujetties, on essaie de faire la même démarche, mais on a d'autres types de déchets. On a des déchets organiques, des choses comme ça, donc qui font qu'à un moment donné, il faut que les outils de traitement soient en place. Et là, quand les outils n'existent pas, vous donnez libre cours à un certain nombre de choses qui font que c'est plus complexe à gérer. Voilà. Donc le Royaume a besoin de faire il a pris ce pas-là d'ailleurs, parce que dans sa politique de développement durable, et le programme d'élimination des déchets qui a été mis en place vise à produire ces outils qui permettront, dans ces zones dites assujetties, de passer cette transition-là. Mais elle est plus complexe. Je me souviens d'un exemple en matière de valorisation de déchets, justement, et là, ça avait été plutôt la création d'une opportunité. Je travaillais à une époque dans le sud de la France et j'avais comme élu le patron d'Eurocopter. Eurocopter, aujourd'hui Airbus Hélicoptère, 6000 salariés dans la région Provence et 5000 repas par jour dans le restaurant d'entreprise. 5000 repas par jour. Vous imaginez les déchets que cela produit. Eh bien là, un jeune créateur avait créé une entreprise de traitement des déchets organiques du restaurant par les lombrics, la lombriculture, et il fabriquait du compost. Il fabriquait des tonnes et des tonnes de compost par an, il revendait ce compost. Sur la base d'un déchet, on avait une activité économique qui avait créé plusieurs dizaines d'emplois. Et donc, on imagine au départ une contrainte, mais finalement, ce sont aussi des opportunités. Un peu ce que les Chinois traduisent lorsqu'on parle de crise, ils appellent ça opportunité. Ils n'arrivent pas à trouver le mot crise au sens négatif du terme. Mais votre activité, vous, Suez, que vous représentez, que vous dirigez ici, est-ce que vous arrivez à faire passer des messages? Est-ce que vous avez une méthode? Est-ce que vous intervenez comme conseiller? Est-ce que vous intervenez auprès des associations, auprès des autorités, pour appuyer, pour épauler ces démarches de développement durable à mettre en place? Alors bien évidemment, on essaye de mettre en place un maximum de filières de valorisation. La contrainte dans laquelle on est actuellement, c'est que
on n'est que le bras armé d'un État finalement. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une volonté politique de mettre en place ces filières-là, qui sont pas simples, parce qu'il faut que la structure agricole soit aussi à un moment donné, pour reprendre la problématique des déchets organiques. Et il n'y a pas que les industriels d'ailleurs, parce qu'on voit que le déchet ménager marocain, vous avez 60% d'organique dans votre poubelle. Donc il y a un vrai challenge à mener. Ça passe par aussi la mise en place d'un certain nombre de taxes, de financement qui doivent financer ces filières de valorisation et qui n'existent pas complètement encore. Donc le Royaume est en train de prendre cette direction-là. On les accompagne pour effectivement faire en sorte que le meilleur déchet qu'on produit, enfin le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas. Hein. C'est le plus simple à gérer. Et je ne devrais pas dire ça, hein, personne m'écoute, mais on préfère nous mettre en faire de l'économie circulaire. C'est comme je vous rappelais, on consomme une planète et demie par an. On est en Afrique. L'Afrique prévoit de doubler sa population sur 20 ans. C'est juste, il faut se rendre compte des enjeux environnementaux auxquels l'humanité va faire face demain. Alors l'industrie est effectivement un relais déterminant pour un certain nombre de pays en voie de développement, mais elle ne pourra pas se faire au détriment du respect environnemental. Les problématiques hydriques derrière sont là aussi. Quand vous ne prenez pas soin de votre environnement, c'est les ressources naturelles que vous polluez, ce sont des difficultés derrière pour aller produire de l'eau potable, c'est vos eaux de baignade qui ne sont pas de qualité, c'est tout un cycle finalement qu'il faut tout de suite contrecarrer. Et le groupe essaye à travers toutes ces activités de faire en sorte que les choses avancent le plus vite possible, mais effectivement il y a des étapes qui sont indispensables avant d'arriver à tout valoriser. Ça coûte de l'argent. Voilà. Il faut lever des fonds et c'est pas simple. Alors justement, merci beaucoup pour vous m'aider dans la transition. Merci. Jean-François Vallès, on a parlé tout à l'heure du FONSID que vous aidez à implémenter au Maroc. Et là, justement, il y a un apport financier, un soutien financier qui est apporté dans le cadre du développement de zones durables. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors, pour faire simple, on en a déjà pas mal discuté. Donc le FONSID, c'est un fonds pour les zones industrielles durables. C'est un appel à projet qui s'inscrit dans le cadre du Compact 2, qui relate un partenariat entre MCC, donc le Millennium Challenge Corporation, et MCA au Maroc, Millennium Challenge Agency, avec le ministère de l'Industrie. C'est 30 millions de dollars à peu près qui sont mis sur la table pour favoriser l'émergence de zones industrielles dites durables ou s'attaquer au sujet qui a été longuement débattu aujourd'hui, qui est celui de la requalification des zones industrielles. Ça fait à peu près 4 mois qu'on fait la promotion de ce fonds, qu'il y a des ateliers qui sont montés. On a aujourd'hui, donc l'appel à projet s'est clôturé le 1er juillet à minuit. Nous avons aujourd'hui 58 projets qui sont en compétition, parce que c'est une compétition par rapport à ce fonds. On y avait à peu près une centaine de candidatures sur le sujet. Il y a eu différents niveaux. Alors si on regarde l'intérêt de ce fonds, c'est que pour nous, ça a été l'occasion de prendre un peu la température sur ce sujet-là par rapport aux acteurs. Et ça revient à cette question de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui au Maroc et qu'est-ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un vrai engouement parce que c'est pas un dossier simple. Il y en a certains ici qui sont dans la salle qui se sont amusés, enfin qui ont pris du temps pour répondre au FONSID. Ça demandait quand même un bon niveau de réflexion. Donc on sent qu'il y a une volonté de vouloir faire les choses. Ce qu'on a pu noter, moi je ferai une différence entre, vous avez parlé de zones franches et de zones assujetties. Je pense qu'il y a des zones où il y a un gestionnaire, il y a des zones où il n'y a pas vraiment de gestionnaire. Il y a des zones où il y a des compétences humaines, avec des gens qui ont envie de faire les choses, qui ont envie de faire des choses qui soient de qualité, qui ont envie d'avoir une zone qui soit exemplaire. Et il y a d'autres endroits où on est un peu, entre guillemets, sur la vieille école, où on met du foncier, et puis on se dit, comme il y a du foncier, il y aura des entreprises, et puis on verra bien ce qui se passe. Donc on a vu vraiment cette démarche-là. On sent qu'il y a des vraies réflexions de fond qui sont menées sur cette dimension de développement durable, en particulier sur le fait de se dire, OK, fournir du foncier, tout le monde sait le faire. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, il y a quelques problèmes pour apurer le foncier et autres, mais avoir du foncier, c'est pas compliqué. Réussir à avoir un modèle économique qui permette de garantir l'entretien de la zone, c'est déjà un peu plus compliqué. Réfléchir à localiser des services, on rentre sur une démarche un peu plus avancée, mais on a senti des gens qui ont voulu se saisir de ce sujet-là en se disant comment est-ce qu'on peut résoudre un certain nombre d'impacts environnementaux que vous avez pointés auprès des entreprises, comment est-ce qu'on peut apporter des aspects, une amélioration de la qualité de vie des employés.
Et ce qu'on sent bien, c'est qu'il y a une prise de conscience que, et c'était bien pointé par le premier intervenant, cette notion de création de valeur quelque part qu'il y a à travers ces démarches-là et l'avantage concurrentiel qui est derrière. Il faut bien se noter, et je vois Mounir qui est au premier rang, mais CFCIM, nous, on l'a rencontré il y a une dizaine d'années, on a fait un guide ensemble sur le sujet dans le cadre d'un projet européen. Je reviens 10 ans après au Maroc. Bon, voilà, on parle toujours de la zone de Bouscoura, on en parle en France, on en parle ailleurs, et c'est la même chose en France, c'est-à-dire des parcs avec des gens qui ont voulu faire des choses différemment, et on sent que c'est gage de pérennité de l'image et de l'intérêt qui est fait derrière. Et on revient à cette question humaine, en fait. C'est pas qu'une question de structure. Nous, on a des structures, il y en a plusieurs qui ont postulé au FONSID. Bon, on sent bien qu'il y a une question de personne qui est derrière aussi, cette volonté de bien faire son job, et de se dire, au final, ça paye, et ça paye dans le long terme. Très bien. Je vous remercie pour ces propos et c'est pas une conclusion, mais cet élan optimiste. Nous allons profiter de cet optimisme, peut-être pour céder la parole à la salle et aussi pour rattraper un peu du temps du débordement que nous avons eu ce matin, puisque les sujets étaient passionnants et donc un peu plus longs que prévu. Donc, j'aimerais bien que maintenant nous puissions passer aux questions et peut-être une sorte de débat et questions-réponses entre les intervenants du panel et la salle. Est-ce qu'on a des micros à faire passer dans la salle? Et est-ce qu'il y a des premières... Ah, je vois qu'il y en a. Bon, monsieur a le micro plus près de lui. Après, je passerai le micro au monsieur qui... Voilà. Oui, bonsoir. Je m'appelle Khalid Ziani. J'ai participé à la mise en place de projets dans le cadre du développement durable, notamment le projet BHNS, des bus électriques de Marrakech. Et après ce projet, quand j'ai vu la réussite de ce projet, parce qu'économiquement, il fait baisser les coûts d'exploitation d'un transporteur urbain de 25%, je me suis dit, pour le transport du personnel, nous avons un vrai problème au Maroc. Du personnel des zones industrielles? Des zones industrielles. D'accord. Donc nous avons les zones industrielles TFZ, AFZ, Technopolis et autres, où les employeurs ont tous recours aux sociétés de transport du personnel. Ces sociétés utilisent des minibus de 20 places. Et comme ces zones s'étendent, nous arrivons à des catastrophes du côté de Tanger, notamment aux heures de pointe, où personne ne peut circuler, tout est bouché. Et finalement, le premier service qui est de faire amener les employés à temps à leur lieu de travail n'est plus utilisé. Donc je me suis posé la question, mais pourquoi, lors de la mise en place de ces zones industrielles, on n'a pas réfléchi à la mobilité? Ce qui se fait en Europe d'ailleurs, avant même de commencer à bâtir les zones industrielles. Après, j'ai compris que c'était, entre autres, la défaillance des collectivités territoriales au Maroc, où même le transport urbain est défaillant. Et quand les employeurs ont essayé de reprendre à leur compte ce service, chaque entreprise a contracté son propre contrat de service de transport du personnel. Est-ce que vous pensez que c'était volontaire ou c'était par ignorance? Non, c'était par manque d'organisation. C'est-à-dire que les aménageurs n'avaient eux-mêmes jamais pensé qu'ils pouvaient mutualiser ce service auprès des intervenants de la zone. Donc là, il n'y a pas d'association d'usagers. Elle ne traite pas ce problème. Monsieur Hassani, oui. Et ce problème est un vrai problème qui devient maintenant une menace même dans ces zones, puisque ces employeurs deviennent otages même des transporteurs du personnel quand ils font grève ou autre. Et ces zones-là sont à proximité des villes, elles ne sont plus desservies. Les process de production sont perturbés quand les employeurs n'arrivent pas à temps. Ouais. Alors, j'ai essayé de voir quel type d'organisation ils pouvaient faire pour mutualiser ce service-là. Ouais. Et jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé. Jean-François Vallès a une remarque à faire. Alors, j'ai 2 points, et je pense que vous touchez à un sujet sensible. Dans toutes les études qui sortent actuellement sur les zones industrielles au niveau mondial, c'est la question du transport. On peut aussi parler, on peut faire exactement le même pendant sur le transport des marchandises. La logistique, en fait. Le just-in-time, c'est un peu complexe. Il y a 2 éléments. Un, il faut avoir des stratégies à l'échelle d'un territoire. Et ça, c'est vrai que nous, on commence à percevoir le côté un petit peu opportuniste de j'ai un bout de terrain, donc on va faire une zone. Donc il y a quand même une nécessité, en France, on fait beaucoup de schémas d'offres d'accueil, donc d'une réflexion à l'échelle d'un bassin d'emploi.
Ça, c'est un point essentiel. Le deuxième, ça milite vraiment pour la régénération des zones anciennes. Je ne parle pas de requalification, je parle de régénération. Les zones qui sont anciennes, elles sont bien placées. Et il faut réussir à renouveler le bâti, à remettre sur le marché les bâtiments qui ne sont plus aujourd'hui aux normes. Et ça, c'est une bombe à retardement qu'on a aussi en France, qu'on a à travers l'Europe, à travers le monde. C'est juste qu'il faut accompagner le vieillissement de ces zones. Et c'est pas que le vieillissement de la voirie, c'est aussi le vieillissement du bâti. Enfin, pour répondre plus directement à votre question, ça rentre théoriquement, et nous, ce qu'on voit, alors je vous rassure, en France, c'est aussi le bazar, mais il y a quand même une prise de conscience, on le voit surtout en Angleterre, c'est des gestionnaires qui disent, mais tout compte fait, il faut proposer ça comme service. Et on revient dans cette logique-là de se dire, c'est une zone de service. Quand vous venez vous implanter sur ma zone, il y a un package global, et dans ce package, il y a des transports en commun pour au moins relier les gares aux zones, les gares aux principaux points de taxi et autres. Donc il y a un début de réflexion. Et encore une fois, ça ne peut pas passer s'il n'y a pas un organisateur ou un animateur, en tout du moins quelqu'un qui fédère l'ensemble des chefs d'entreprise. Monsieur Hassani, vous aviez une remarque ? Oui, absolument. Et peut-être après, Monsieur Vautier, sur la coopération entre les entreprises. La remarque de monsieur est absolument très importante et c'est véritablement un des points noirs aujourd'hui au niveau des parcs industriels. Bon, Midpark est un peu chanceuse, on est petit, donc on a aujourd'hui sur une vingtaine d'entreprises, il y a 3000 emplois. Donc généralement à TFZ ou AFZ, il y a une unité à elle seule emploie ce nombre-là. La problématique qui se pose, c'est pas qu'on n'a pas pensé à mutualiser ce service. On a essayé de le faire d'ailleurs, non seulement pour le transport, mais également pour la restauration collective. La problématique qui s'est posée, c'est que les industriels eux-mêmes, étant en démarrage d'activité, et donc peut-être dans la phase la plus importante au niveau de la formation de leurs employés, n'ont pas souhaité qu'il y ait cette mutualisation, pour éviter que les employés des uns et des autres se rencontrent, s'échangent d'informations sur les salaires, sur les avantages, etc. Après, le coût est parti. Chacun a contracté le transport du personnel avec une entreprise de transport ou autre. Donc ça a été très compliqué, et ça l'est aujourd'hui pour les deux, pour la restauration, pour avoir un pôle de restauration commun, et pour le transport public. C'est un petit peu dommage pour la zone de Midpark. On a le chemin de fer qui passe à une vingtaine de mètres. Donc on espère bien que dans les années à venir, qu'il y ait peut-être une petite gare qui permet de faire venir les gens de Casablanca et d'assurer qu'un petit transport entre la station et la zone industrielle. Merci. Benjamin Vautier, vous nous parliez aussi tout à l'heure, lorsqu'on préparait, de cette problématique de l'échange entre les entreprises, de leur coopération sur un même site. Vous avez une expérience dans ce domaine à évoquer. Alors, vous êtes sûr que c'est moi qui disais ça ? Il me semble, on parlait du fait qu'il y avait un certain hermétisme, manque de coopération. Alors, je pense je vais rebondir sur le cas des bus. Bon, Suez ne fabrique pas de bus électriques, malheureusement, donc je ne pourrais pas vous répondre précisément, mais sur l'aspect environnemental, vous avez tout à fait raison. Je pense que les zones franches ont été victimes de leur succès également. Je pense que si on peut pas Tanger Free Zone et Atlantique Free Zone, où nous sommes implantés dans les deux, on a vu les terrains partir à une vitesse grand V, et forcément, à un moment donné, on se pose les questions quand on a les problèmes. Donc c'était pareil pour les déchets d'ailleurs. À un moment donné, on s'est aperçu que les entreprises qui s'implantaient, elles produisaient des déchets, donc il fallait en faire quelque chose. Je reviendrai sur la gouvernance des pouvoirs publics. Effectivement, je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience sur ces sujets-là. Combien coûte le transport en commun ? Si je vous demande combien coûte votre poubelle, personne ici est capable de me le dire. Vous savez tous combien coûte un mètre cube d'eau. Vous savez tous combien coûte un kilowatt d'électricité. Le déchet, on ne s'en préoccupe pas. Le bus, c'est pareil, c'est un coût, c'est un service public. Derrière, il faut mettre des infrastructures en place, et c'est souvent assez lourd. Donc il faut que les pouvoirs publics, effectivement, grandissent sur ces aspects-là.
Sur la coopération avec les entreprises dans les zones franches, ou en tout cas dans les zones industrielles dans lesquelles on est, on s'aperçoit que le maître mot, c'est le respect de l'environnement. Je pense que tout le monde a envie de faire ça. Tout le monde a conscience, quand vous discutez avec Renault, quand vous discutez avec PSA, qu'il n'y a pas de débat là-dessus. On veut des standards environnementaux internationaux, et on s'amuse même pas à essayer de faire autre chose que ça. Voilà, donc je pense que le Maroc a pris une autre dimension sur ce point-là. Alors il faut que les infrastructures suivent derrière. On a la même problématique avec toutes les unités de traitement, de valorisation qui n'existent pas encore au Maroc ou qui sont dans l'informel. On fait encore beaucoup d'exportation de déchets, donc il faut le savoir. Tout ce qui est en zone franche, soit en valorisation ou soit en retraitement, ça peut aussi voyager. Donc c'est pas très écologique tout ça. Donc on milite à un moment donné pour faire des chaînes courtes, parce que moins de carbone on dépensera et plus ce sera intéressant pour chacun d'entre nous. Donc voilà. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante. Il y avait un monsieur derrière vous. Monsieur, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Et je vous passerai ensuite la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Gauthier concernant le recyclage. L'économie circulaire est devenue actuellement, je me présente, c'est Abdallah Jawad, concernant l'emballage et auteur d'un livre sur les plastiques. Ma question est la suivante. L'économie circulaire est devenue le fer de lance du développement durable et de l'empreinte carbone. Mais cela suppose le développement du tri, de la collecte et du recyclage. Mais le recyclage a du plomb dans l'aile. Comment peut-on sortir de cette quadrature du cercle? Merci. Alors, merci pour votre question. Je pense qu'il y a deux, on va dire qu'il y a un recyclage à deux vitesses au Maroc. Il y a la partie industrielle qui est plutôt assez dynamique sur le sujet, parce que comme je vous l'ai dit, quand vous allez chez Renault, nous on met en place des trieurs sur les chaînes pour sortir tout ce qui peut être valorisé pour que ce ne soit pas un déchet. Donc on a des objectifs de rendement qui sont très très importants. Et on est force de proposition en permanence auprès des industriels qui ont cette volonté-là. C'est pas la plus grosse partie des déchets qui est produit au Maroc. La plus grosse partie des déchets, elle est quand même communale. Donc c'est votre poubelle que vous avez tous les jours, où là effectivement le tri il est quand même très limité, voire quasi inexistant. Ça passe par une évolution. Je vous disais tout à l'heure que vous ne savez pas combien votre service coûte. Si je vous dis combien vous devez payer pour que le camion vienne chercher votre poubelle tous les jours chez vous, vous ne le savez pas. Je pense qu'il y a une prise de conscience nationale qui doit intervenir à un moment ou à un autre pour que les gens prennent les bonnes décisions. C'est un coût qui est élevé, donc il faut que les gens, s'ils veulent pas payer trop cher, commencent à prendre conscience que c'est important de faire du tri à la source. Le tri à la source, c'est ce qui vous évitera d'avoir à créer des décharges, des incinérateurs dans les années à venir. Donc ça, c'est bien, c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Nous, on conseille, on va dire, que ce soit l'État ou le Royaume marocain sur ces sujets-là, ou les collectivités locales dans lesquelles on fait de la collecte, mais ça passe d'abord par le prélèvement d'une taxe. Il faut que ça coûte plus cher de transporter une tonne de plastique que de transporter 10 tonnes d'ordures ménagères. Donc il faut à un moment donné le financer. Donc je pense qu'il y a une volonté, que ça prendra encore quelques années, parce que ça nécessite, je vous dis, de collecter des fonds. Il faut que chacun y mette la main au portefeuille, parce que trier, ça coûte. Ça rapporte pas, malheureusement, mais ça rapporte pour les générations à venir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'investissement qu'on fait aujourd'hui en triant, ça évitera à beaucoup de personnes d'avoir des coûts de production d'eau potable qui vont augmenter parce que les milieux naturels seront pollués. C'est un investissement sur le long terme. Donc, je n'ai pas de doute que le Royaume est en train de prendre cette direction, mais il faut encore attendre un peu. Merci beaucoup. J'ai identifié deux autres questions, donc on va passer à l'avant-dernière question. Merci. Bonjour, Belghazi Ibrahim. Je suis vice-président de la Fédération des associations nationales des retraités du Maroc et en même temps fiscaliste. J'allais dire ex-fiscaliste, je le suis toujours. Alors tout à l'heure, il y a eu une question posée par quelqu'un qui a reconnu vivre dans l'illégal. Et monsieur tout à l'heure a parlé des impôts, la zone industrielle qui paye le plus d'impôts, etc. Donc pour les deux cas, celui qui vit dans l'illégal, c'est parce qu'il n'est pas informé de la fiscalité dans son vrai sens.
Normalement, la fiscalité, elle est faite pour que lui, il ait une situation claire et nette et il doit participer à l'impôt. Mais il vit dans l'illégalité, pourquoi? Parce qu'il vit cloîtré dans une cave ou dans une zone fermée. Il n'arrive pas à s'étendre, il n'arrive pas à se développer. Mais quand qu'il est dans une zone industrielle, il a suffisamment d'espace, il peut gérer son affaire correctement, payer ses impôts parce qu'il va gagner de l'argent. Donc ce problème-là d'illégal peut être résolu parce que les gens doivent connaître leurs droits et leurs devoirs. D'une autre manière, je parle des retraités. La gestion des zones industrielles, des associations de zones industrielles. La CIMR, c'est une association de patrons. C'était une association à but non lucratif. Maintenant, c'est une société mutuelle. Quand ils ont le conseil d'administration, les patrons n'y viennent pas pour assister au conseil d'administration. Ils délèguent les responsables des ressources humaines ou un des directeurs pour assister à ces zones. Pourquoi ces associations n'utilisent pas leurs jeunes retraités, des gens qui sortent à la retraite, ils sont frais, dispo, c'est des gestionnaires, pour pouvoir, par exemple, une zone de 20 sociétés, s'ils ont 20 personnes issues chacun d'une société et qui se regroupent en gestionnaire de l'association, ils se réfèrent à leur patron pour avoir des directives et le patron se libère pour gagner de l'argent. Merci. Merci pour votre proposition. Je crois qu'elle va être bien retenue dans les minutes de ce colloque. Et on espère qu'elle trouvera un aboutissement qui convienne à tout le monde. Donc, monsieur, vous aviez demandé, je crois que c'était la même question, mais il y aura une dernière question. Je peux juste apporter une précision. Oui, je pense que la fiscalité, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on parlait de financement des services publics derrière. Alors, bien souvent, on n'aime pas payer des impôts. Je pense que si je demande qui aime payer des impôts ici, personne ne va lever la main. Mais c'est très important. C'est ce qui permettra aux services publics de fonctionner. Si personne paye d'impôts, vous n'aurez pas de service derrière. Moi, je paye mes impôts au Maroc. La société paye ses impôts au Maroc. Il faut être fier de payer des impôts pour permettre justement au tri de se mettre en place, pour permettre à des bus électriques de se mettre en place et permettre à l'environnement de s'en sortir. J'ajoute quelque chose si vous devez faire de la publicité pour que les gens font moins de déchets, mettez-le sur une chaîne turque. Comme ça, ceux qui produisent les déchets vont un peu réduire leur production. Juste pour répondre à la deuxième partie de la remarque, Midpark a 5 ans d'âge. Donc la population est encore très très jeune au niveau des employés. Donc on est juste des gestionnaires, c'est les entreprises elles-mêmes. Mouji, militant associatif, ma question s'adresse à M. Hassani. On parle depuis le début de l'après-midi de zones industrielles durables, alors que comme vous êtes président d'association, nos zones aujourd'hui, elles sont ce qu'elles sont. D'ailleurs, M. Alaoui a reconnu que les zones industrielles d'aujourd'hui, pour repenser ces zones, il faut beaucoup de moyens. D'ailleurs, dans ces zones, personne n'y vit, c'est-à-dire le personnel qui travaille dans ces zones n'y habite pas, faute d'infrastructures pour leur permettre de mener une vie saine pour eux et pour leurs enfants. Alors comment peut-on penser aujourd'hui à revoir ces zones et penser à une zone industrielle durable alors que nous n'avons pas ces moyens? Merci. Oui, effectivement. Lorsque je suis arrivé hier dans l'avion, j'avais à côté de moi un industriel qui était patron de 4 entreprises dans le sud de la France. Et il me disait, j'ai dû me débrouiller pour trouver où installer mes entreprises, parce que lorsque je demandais aux communes à m'installer, comme j'ai des activités industrielles, le mot faisait peur. Et le mot zone industrielle fait encore peur aux gens, y compris en France, puisque là, il parlait de la France. Et c'est vrai qu'on est quelque part obligé d'utiliser ce mot industrie parce qu'il est noble, il correspond à une activité, à de la valeur ajoutée, enfin, etc. On réclame tous le plus d'industrie possible. On parle de désindustrialisation dans des pays d'Europe, comme la France par exemple, en disant que c'est un fléau. Et en même temps, quand on parle d'industrialisation ou de zone industrielle, on fait peur aux gens. Donc, et il est fort possible qu'on puisse
concevoir que cette notion de développement durable et de zone d'activité, pour être un peu plus pudique, durable, puisse contribuer à réconcilier le citoyen, l'usager, avec la notion de zone industrielle. Alors, après, c'est toute une question de sémantique et de terminologie. Peut-être que Jean-François Vallès, vous avez quelque chose à ajouter sur cette question-là. Et ensuite, on passera à la toute dernière question de ces messieurs qui ont eu la gentillesse d'attendre. Alors, il faut revenir à l'origine. Les zones industrielles, elles ont été faites pour des raisons sanitaires il y a 50 ans, quand on a fait la troisième révolution industrielle, grosso modo. Le grand souci qu'il y a aujourd'hui, et vous le pointez à juste titre, c'est qu'on a une séparation claire entre l'industrie, j'aurais tendance à dire, du XXe siècle. On a encore des industries lourdes qui génèrent un certain nombre de nuisances, de pollution, qu'il faut sortir. Mais on a l'industrie du XXIe siècle qui arrive aujourd'hui, elle est additive, elle utilise des procédés technologiques, elle est beaucoup moins nuisante. Elle respecte certainement le progrès, et là je me tourne vers vous, hein, les progrès qui ont été faits en termes de respect de l'environnement, de normes et autres, sont fulgurants. La question qui est derrière, c'est toujours pareil, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on a toujours une vision des hauts fourneaux de l'industrie, alors qu'aujourd'hui, et ça c'est un vrai challenge aussi pour le Maroc, mais ça l'est pour un certain nombre de pays, c'est où on va localiser l'industrie de la quatrième révolution industrielle qui arrive. C'est-à-dire qu'on a encore la vision d'une industrie manuelle, avec un certain nombre de nuisances. Or, quand on regarde nous dans des pays très en avance comme le Japon et autres, l'industrie est revenue en centre-ville, dans des bâtiments verticaux, parce que là où autrefois vous aviez 200, 300 ou 1000 personnes qui travaillaient à la chaîne, aujourd'hui vous avez quelques robots, on travaille en imprimante 3D, on est sur de l'additif, donc on a une vraie révolution aussi qui se fait. Donc là, je pense qu'il y a à la fois le problème de certains sites industriels majeurs qui continuent de drainer une image assez négative. Il y a aussi des chefs d'entreprise, même des petites entreprises qui ont des pratiques qui sont plus que douteuses sur la question. Mais ce qui ressort derrière, c'est surtout cette notion de méconnaissance de ce qu'est une entreprise, parce que tout simplement, on les a parqués à l'extérieur de la ville. Et aujourd'hui, de se dire comment est-ce qu'on reconquiert l'image et comment est-ce qu'on valorise les zones. Et c'est pour ça que c'est vrai que les démarches qui sont faites aujourd'hui de parler de parcs industriels, parcs d'activités et autres, ou technopoles même, on est dans cette logique d'essayer un peu de redonner une image un peu plus positive de ces sites industriels et surtout de se dire, mais c'est que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est presque la fin d'une histoire, hein, qui est aussi une nouvelle histoire à écrire. On ne sait même pas si elle se fera sur ces zones industrielles et autres, qui est l'histoire de ces nouvelles entreprises beaucoup plus automatisées, beaucoup plus propres aussi, et d'autres termes de pollution, mais en tout cas beaucoup plus automatisées, moins consommatrices de personnes. Ça va être un autre débat, mais je vais écourter. Donc on est bien sur cette logique-là de se dire tout compte fait, et je pense que ça peut être aussi une façon de conclure un peu cette question sur les zones industrielles. On a tendance à parler, on parle depuis le début, entreprise, industrie, zone industrielle. L'industrie en France, pour donner une image, c'est 3 millions d'activités. Et chaque industrie est unique. Et donc je pense aussi cette notion de se dire l'activité économique telle qu'on l'aperçoit, on a toujours dans des grandes généralités, alors que l'entreprise, c'est aussi bien des entreprises majeures étrangères qu'on peut avoir qui vont employer 2-3 000 personnes, ce sont aussi des petites activités avec 2-3 personnes, ce sont des chefs d'entreprise qui font des efforts, d'autres qui en font moins. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on englobe cette diversité. Merci beaucoup. La toute dernière question. Non, excusez-moi, il y a un monsieur qui demande depuis un quart d'heure. On verra après. Merci. Merci, je m'appelle Hajij. Je suis membre d'une association, enfin du bureau d'une association qui s'occupe du quartier industriel de Tismilil. Depuis tout à l'heure, je me suis mis un petit peu à rêver, parce qu'on parle de zones de gestion, de zones durables, de gestion automatisée, d'association, etc. Il y a un problème avant. C'est qui dans nos administrations, quelle est la gouvernance locale qui gère ou qui permet à des zones de se créer et de vivre. Nous avons une expérience intéressante. En 2006, on avait une zone qui fonctionnait d'une manière, je dirais, un peu anarchique. Et l'administration locale a dit, bon, c'est intéressant, on va créer une zone industrielle, organiser un parc, un technopole, enfin tout ce que vous voulez. Et ça a demandé, entre les études, le contre-étude, les études que nous avions fait nous, les études qu'ils ont commandées par la suite,
les contre-études, etc., 12 ans. Ça fait 12 années qu'un quartier qui vivait et qui créait de l'emploi a été bloqué pour faire mieux, pour faire du durable, pour faire de l'organisé, etc. Après, on s'était dit, quelle formule? Eh bien, ils nous ont proposé 40 000 formules. C'était la création d'un maître d'ouvrage délégué, d'un maître d'ouvrage qui regroupait l'administration, la wilaya, la province, j'en passe. Et finalement, après 2-3 années de réflexion, ils nous ont dit, bon, après tout, c'est pas ça qu'il faut faire. Vous créez un GIE. Vous imaginez une zone industrielle de 800 hectares, il faut créer un GIE. Eh bien, il a fallu créer un GIE avec 6 sociétés au départ qui parlent au nom de 800 hectares. Donc, mon intervention s'arrête là parce qu'on peut parler des heures. C'est un témoignage. C'est un témoignage, mais quel est l'organisme, quelle est la structure à mettre en place pour permettre à ces zones d'exister et de vivre? Parce que le CRI a mis toutes les difficultés de la terre. La province a essayé beaucoup, avec beaucoup de moyens, n'a pas réussi parce qu'elle est noyautée. La commune s'en fout. Et en fait, finalement, nous vivotons. Et ce que je dis, c'est une recommandation, c'est qu'il faut recommander à l'autorité, comme conclusion d'un forum comme celui-là, c'est de mettre en place des structures qui permettent à des zones d'exister et d'émerger. Parce que maintenant, nous, avec tout ça, les zones qui sont au bord de la route et tout ça vont pouvoir fonctionner. Tout le reste va attendre encore 5 ans, 10 ans, 20 ans peut-être. Et je passe sur toutes les difficultés de transport, etc. Merci beaucoup pour votre témoignage. Il suscite des réactions et une volonté de 2 intervenants d'y répondre. Ça pourrait paraître comme étant une question piège, en fait, parce qu'on est un petit peu dans la quadrature du cercle. On parle depuis ce matin, effectivement, d'avoir des animateurs, des gestionnaires, des développeurs, des gens qui coordonnent, qui pilotent, avec peut-être un comité de pilotage autour, etc. Mais je laisse nos intervenants vous répondre. Alors, juste pour répondre, c'est vrai que ça faisait un peu optimiste comme table ronde, mais quand on en a discuté, enfin je parle sous le couvert de Luc et des autres participants, on s'est dit, bon, la première table ronde a déjà largement pointé cette problématique de gestion et il faut pas ici rester. C'est important d'en prendre conscience et celle-là, elle est propre partout. Je passe mon temps à me bagarrer avec des élus sur le fait de dire, il faut s'occuper de vos zones industrielles. C'est un vrai débat de fond. Ça, il est présent. Juste pour revenir à cette question de la durée, moi je reste persuadé qu'il n'y a pas une solution clé en main. Luc l'a pointé aussi. Il y a beaucoup de bonnes pratiques qui existent. Il faut trouver la solution adaptée à votre territoire. Mais ce qui est important, c'est le pragmatisme. Je pense que les études qui durent pendant 12 ans, les études pour tourner en rond, de se dire le développement durable, c'est quelque chose de très compliqué. Moi j'aime bien, toutes les démarches que j'ai vues, ce sont des gens qui ont envie de faire et qui avancent de manière pragmatique. On commence par une action simple, on en fait une autre dernière, on a envie de faire et on continue. Mais c'est vrai qu'à la base, s'il n'y a pas la volonté, vous pouvez faire toutes les études du monde. Alors moi, en tant que cabinet de conseil, je vous dirais, c'est génial, comme ça, je me fais des années et des années de mission, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Mais je crois qu'il y a à la base, c'est cette notion de se dire, il faut une volonté d'un gestionnaire, il faut une volonté politique, et après, il faut être pragmatique, il faut aussi démystifier. Il y a beaucoup d'acteurs dans le sujet qui ont dit le développement durable, le parc durable, c'est quelque chose de très compliqué. Non, c'est quelque chose d'assez bien géré, assez simple, pragmatique. Donc évitons aussi ces longues études qui servent strictement à rien, et passons plutôt à l'action. Benjamin Vautier, Suez. Je veux juste rajouter un mot pour capitaliser finalement un mot d'espoir. Je pense que le royaume a toutes les recettes pour y arriver. Regardons MedZ, ce qu'on fait sur AFZ, c'est un bureau unique et la recette, vous l'avez, ça fonctionne. Il y a un bureau unique, vous avez accès à toutes les administrations et ça marche. Ça marche. Donc je pense que la solution, elle n'est pas loin. Simplement, il faut trouver la bonne organisation pour piloter ça. Mais vous avez déjà des exemples sur lesquels capitaliser, parce que ça fonctionne. Oui, alors la toute dernière question. Je croyais qu'on allait terminer en ayant rattrapé un peu le temps qui avait été étendu, mais finalement le sujet est passionnant et on a plus de questions qu'on aurait pu l'imaginer, et tant mieux. Mais c'est la dernière question. Merci de la poser. Merci. Bonjour, je suis Amin Zarrouk et je parle avec une casquette associative CGM, donc avec quelques industriels. Nous avons constitué un pôle Industrie 4.0 et nous sommes en train de réfléchir comment mettre en place l'Industrie 4.0 de demain. Et nous avons imaginé un concept, mais il se trouve que quand on voit des
des critères, on va dire, de valorisation de zones industrielles, on parle beaucoup de l'emploi direct. Alors que dans l'industrie 4.0, voilà, ce débat éternel, est-ce que ça crée de l'emploi, est-ce que ça détruit de l'emploi? En tout cas, ça crée forcément de l'emploi indirect chez les startups, chez les entreprises technologiques. Donc ma question s'adresse à Monsieur Jean-François Vallès, principalement. Dans vos critères du choix du FONSID, est-ce que vous regardez également l'emploi indirect créé comme critère? Et qu'est-ce qu'il y a une discrimination positive qui sert les projets du futur? Merci. Bon, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour répondre à cette question. On va l'élargir un petit peu pour quitter les critères du FONSID qui sont de préparer le Maroc par rapport à demain. Je pense que la question des industries 4.0, et vous l'avez pointé à juste titre, de toute façon, il y a la nature de l'emploi. Il y a l'emploi direct qu'on crée, qui sont des emplois à plus forte valeur ajoutée. Il y a aussi ça qui a pointé. Il y a des emplois indirects, mais c'est surtout aussi de se préparer à l'avenir. Et je pense qu'un pays comme le Maroc, au regard de nous, ce qu'on peut voir dans les dynamiques économiques mondiales, est un pays qui sera exposé à cette question de l'industrie 4.0, parce qu'on sait que les premiers postes qui vont être touchés, ça pose la question derrière de la formation, de l'inclusion sociale, ça va être les postes à faible valeur ajoutée. Donc ça, c'est indéniable, il faut y réfléchir. Après, il y a un certain nombre de critères, il y a un panel qui se penche sur ces questions-là, donc c'est un petit peu plus compliqué de répondre comme ça, mais en tout cas, ce qui est indéniable, et ça peut servir aussi de conclusion, c'est de dire que la zone industrielle, elle est née avec la troisième révolution industrielle. Elle est née là où il a fallu, on a pu faire de la sous-traitance, on a pu créer des centres de profit, on a réinventé les lignes de production. Et si je prends le pays comme le nôtre, qui avait un vieux passé industriel comme la France, ça a été la fin des grandes usines du nord de la France, ces grandes cathédrales qui étaient au milieu des villes et qui employaient 3-4 000 personnes. Le grand débat qu'on a nous aujourd'hui, et c'est par rapport à cette notion de durabilité, c'est de se dire tout compte fait, par rapport à l'industrie 4.0, donc cette nouvelle révolution industrielle qui arrive, est-ce que ça va pas être la même chose que ce qui s'est passé avec la troisième révolution industrielle qui, elle, a détruit les villes-usines pour générer des zones industrielles? Et est-ce que le modèle de la zone d'activité ou le modèle de la zone industrielle tel qu'on le conçoit aujourd'hui a encore sa place, et quelle place au regard de ces nouvelles activités économiques? En tout cas, ce qui est clair, on n'a pas la réponse, ça je vous le rassure tout de suite, ça va changer dans la forme, on va beaucoup automatiser, mais ça remet un élément au cœur de la démarche, c'est la dimension humaine. Parce que même s'il y a moins de personnes, on s'aperçoit que c'est des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées. Et ce qu'on voit, nous, si on devait faire le parallèle avec ce qui arrive en France, c'est qu'on a, pour ces nouvelles usines, parce qu'il y a encore des implantations d'usines en France, il y en a de nouvelles qui viennent, mais elles créent moins d'emplois. Quand on regarde ce qui se passe en Chine, on a des usines qui sortent, qui fabriquent, la dernière qui est sortie, elle fabrique des bras articulés de robots, il y a 10 personnes à l'intérieur, c'est 10 cols blancs. Ça veut dire que demain, dans les zones d'activité, là où autrefois on avait tendance à avoir des ouvriers peu qualifiés, facilement employables, qui viennent parce qu'ils ont besoin de se nourrir et d'avoir un salaire, demain il va falloir faire des zones d'activité aussi pour faire venir des gens qui ont bac plus 5, qui ont bac plus 6, qui sont spécialistes dans les codes et autres. Et c'est indéniable qu'il y a un certain nombre de zones d'activité, quand on regarde la qualité d'ensemble, ça va être un peu compliqué pour des chefs d'entreprise de recruter ces personnes-là. Donc ça milite aussi pour cette logique de se dire, il faut repenser les zones d'activité, il faut améliorer la qualité et surtout il faut continuer de mettre du dynamisme parce que le monde économique, et vous l'avez, et c'est pas pour rien que ce soit le CGM, votre organisme qui s'en saisisse, c'est que le monde économique va très vite. Ça, c'est des réalités d'aujourd'hui et que le débat de savoir qui va entretenir la zone, il faut le faire parce que la question de demain, c'est à quoi va ressembler l'entreprise qui sera sur la zone d'activité. Donc il faut se projeter dans l'avenir et il faut aller très très vite pour rattraper le temps perdu sur des questions qui sont somme toute assez fortuites, enfin assez légères, de savoir qui paye pour entretenir une voirie, quoi. Merci. On pourra considérer que c'est le mot de la fin. Est-ce que vous avez quelques éléments à ajouter? Non. Bien. J'aurais aimé que l'organisateur soit là pour nous aider à conclure et pour vous convier à la surprise qui a été annoncée en fin de matinée. On peut considérer que ce forum, en tout cas dans les débats et les tables rondes, est terminé. Je souhaiterais remercier les intervenants pour la qualité de leurs propos, de leurs témoignages et des réponses qu'ils ont pu apporter aux questions. Merci beaucoup aussi à tous les participants et aux questions que vous avez posées, qui ont aidé à faire avancer aussi le débat et à apporter des précisions.